la société moderne devant la maladie et les obstacles aux soins palliatifs. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ce thème. La société post-moderne, c'est quoi? Ben, c'est notre société. C'est la société dans laquelle nous vivons. Et évidemment, cette société nous influence par tous les ports. Ses choix, eh bien, on est proche parce qu'on les vit. Ses opinions politiques, on est proche parce qu'on les vit. Les lois qu'ils font, on est proche parce qu'on les vit. On n'est pas toujours en accord parfait avec tout ça, mais on est certainement dans la même société. Et cette société, elle s'est mise à valoriser l'autonomie individuelle comme une valeur prédominante. Si je suis quelqu'un, il faut que je sois quelqu'un d'autonome. Et puis, si je dis que je veux quelque chose, eh bien, on a le devoir de respecter ce que je veux et pas de le discuter avec moi. Ma subjectivité comme personne devient prédominante. C'est mon choix à moi, docteur. Je te prie de respecter ce que moi, je pense. Toi, tu penses autrement, c'est ton problème. Moi, je pense comme ça. Et par conséquent, la société moderne est une société de gens qui cherchent à s'imposer, qui cherchent à imposer ce qu'ils sont, qui cherchent à insérer ce qu'ils sont à l'intérieur de cette société et qui sont assez imbus de ce qu'ils sont. Au point que quelque part, le visage de l'autre n'est pas très clair pour eux. Quelque part, c'est eux. Mais le visage de l'autre, juste derrière eux, c'est pas très clair pour eux. Leur vie est liée à leur performance. Et ces gens qui vivent une vie à la performance, ils ont des peurs. Peur de la perte d'autonomie. Ils ont peur de la souffrance. Ils ont peur de ce qui va arriver demain. Ils ont peur de l'acharnement thérapeutique. Avec celui-là, ce docteur-là, là, il me propose quelque chose parce qu'il veut faire quelque chose que moi, je ne veux pas. Ils ont peur de devenir dépendants des autres. Ils ont perdu quelquefois même un peu confiance dans les autres. Si toi, tu ne t'occupes pas des autres, là, comment tu peux avoir confiance que les autres vont s'occuper de toi? Quelqu'un dans la société post-moderne a un peu perdu la confiance dans l'autre, même quand l'autre est un soignant. Puis enfin, dans leur vie, leur vie, elle n'est pas plus grande que ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de dimension en dehors. S'il n'y a rien de plus que ce que je vis, la vie est comme une machine à distribuer le chocolat. Je mets 25 cents ou 50 cents ou 2 piastres, je sors une barre de chocolat, et c'est tout ce qu'il y a dans la machine. Puis le jour où je ne peux plus mettre mon 25 cents ou mon 2 piastres, eh bien, quelque part, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Cela simplifie grandement le problème de la qualité de vie. Et les gens qui sont dans cette société-là, et qui sont bien portants, eh bien, ils pensent comme des bien portants. Puis un bien portant, ça pense quoi? Ça pense que sa vie ne changera pas, qu'elle est sur un très long plateau. Ça pense qu'il faut qu'elle soit comme il le veut. Ça pense que c'est grâce à lui que son métier, sa vie fonctionne. Le rôle des autres, la famille avant, l'épouse à la maison maintenant, qui permet ton travail comme tu le fais, ça, on n'y pense pas trop. Ça devient un petit peu secondaire. La réalisation de soi accapare son temps. La créativité personnelle est importante. Et le bien portant regarde le malade et dit « Hey, si moi je deviens comme lui, là, puis que je suis dans un lit, vous me donnez une petite piqûre puis je m'en vais. » Cette pensée-là est assez différente de la pensée du malade. Je vais y arriver. Je voudrais introduire un nouveau concept, le concept de surprenance. C'est quoi la surprenance? C'est la qualité que nous avons tous d'être capables de regarder notre vie bien connue, celle que l'on a vécue, et d'y lire des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Quelque chose vient de changer mon œil. Je suis en train de voir dans ma vie que des choses se sont passées, que des personnes sont passées, que des messages sont passés, que des échanges de vie sont passés. Et tout à coup, mon espace de vie m'apparaît beaucoup plus grand que ce que j'y voyais. Je viens de faire une espèce de révélation
qui est pourtant connu. Il n'y a rien de neuf, mais il y a quelque chose de neuf. C'est la façon dont je regarde sa vie. Et c'est assez différent du bien portant post-homme moderne pour qui sa réalité est limitée à son expérience d'aujourd'hui. Le bien portant, il ne comprend pas la fin de la vie. Pour lui, c'est un moment sombre à éviter à tout prix. Et il vaut mieux s'évader doucement, se faire donner une petite piqûre tranquille, alors que l'on a décidé, et puis voilà, notre vie est terminée. Dans cette décision-là, quelle est la place de ce que vont vivre les gens qui l'aiment autour de lui? Quelle est la place des gens qui ont encore besoin de temps avec lui? On va discuter un petit peu de ça. Je ne veux pas vivre cela, je ne veux pas souffrir, donnez-moi une piqûre et je m'en vais. Ce bien portant, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, il a découvert son identité. Et voilà que la maladie est en train de changer cette identité. C'est quoi l'identité? C'est ce que je suis. Ce que je suis physiquement, par ma culture, par ma famille, par mon métier, par mes environnements. Et c'est un résultat d'interactions multiples. En fait, je suis le résultat de l'amour de papa, de l'amour de maman, de l'amour de mes frères et sœurs, de mes collègues, de mes étudiants, de mes malades. Il y en a eu plus de 4000, donc au moins quelques centaines ont contribué à m'apprendre quelque chose sur l'homme. Et ils n'ont pas fini de m'apprendre des choses sur l'homme. Et ça fait partie de cette identité. Quand on est jeune, vous savez, on est inquiet de son identité. On a 12, 13, 14 ans. On se regarde dans le miroir. Le miroir, c'est le pire objet pour nous faire voir notre identité. Que voyons-nous dans le miroir? J'ai un gros nez, je vois mon gros nez. J'ai les oreilles décollées, je vois mes oreilles décollées. Je vois tous mes préjugés sur moi-même. Je ne vois rien qui soit moi-même. Si je veux voir quelque chose de qui je suis, c'est l'œil de l'autre, celui qui me regarde avec empathie, celui qui m'écoute, celui qui accepte de marcher avec moi, qui me fait faire une certaine expérience de qui je suis. C'est lui qui est en train de m'apprendre qui je suis. L'identité est un cadeau. Ça n'est pas le résultat de notre seul travail. C'est le résultat de le travail, les amis, la famille, les blondes, les chums, qui finissent par m'expliquer qui je suis. Et j'ai été impressionné dans cette quête d'identité, surtout au début de ma vie. Puis une fois que je suis dans une vie professionnelle sur un plateau, mon identité, elle est presque devenue inamovible. C'est comme si on ne pouvait plus la changer. C'est comme si elle était devenue définitive. Mais lorsque la maladie survient, voilà que tout d'un coup, bien des choses se mettent à changer. Et parmi les choses qui changent, je commence à me trouver moins performant, moins bon, moins autonome, moins répondant aux critères de cette société. S'installe une dévalorisation de moi, de la dépression, une fragilisation identitaire. Suis-je bien celui que je pensais être? Et pourquoi j'ai des doutes? D'abord parce que mon physique a changé. Puis le physique, c'est une partie importante de l'identité. Je regarde des photographies de Noël avec ma fille, puis elle me dit, je lui dis, écoute, j'étais là, moi, à Noël. Ben oui, papa, t'étais là, regarde. Puis elle me montre une petite figure toute falotte sur un fauteuil, et c'était moi. Je ne m'étais pas reconnu. Mon identité physique a changé de façon considérable. Ce n'est pas celle qui est gravée dans ma mémoire. Mais en plus, mes activités sont différentes. Je ne vais plus travailler. Je ne vais plus donner des conseils. On ne me dit plus « Merci, docteur, vous êtes non fin ». C'était quand même assez bon pour mon ego. Mais là, c'est plus là. Alors, je suis devenu désœuvré. Si je suis désœuvré, je suis inutile. Si je suis inutile, est-ce que j'ai encore de la valeur? Et voilà une question sur la qualité de ce que je suis, sur mon identité, que je ne peux pas échapper. Puis je deviens dépendant des autres. Et la dépendance, elle est compliquée, elle est difficile. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter l'aide des autres.
si je suis malade depuis 4 ans et que progressivement j'ai perdu du terrain, eh bien j'ai compris cette humilité-là et je deviens à l'aise avec ça, mais pas si ça arrive brutalement. Puis je suis sur une fauteuil roulant, maintenant je prends l'ascenseur, il est en retard de 5 minutes, je suis assis dans mon fauteuil roulant et dans ma tête, plein de choses de mon passé se mettent à repasser. Un passé qui n'a pas été entièrement digéré, ou un passé qui a des problèmes, des déchirures, des blessures, des réalités non guéries. Et ça devient difficile parce que je suis à court d'avenir. Il y a une souffrance relationnelle. Les gens ne viennent plus me voir. Ou quand ils viennent me voir, je dormais. Écoute, Gérard, il n'est pas assez de voir, mais tu dormais. Il a attendu 3/4 d'heure au salon, je lui ai offert du thé, puis quand il a vu que tu ne te réveillais pas, ben, il est parti, il va revenir demain ou après-demain. Pour maintenir la relation maintenant, j'ai seulement 2 ou 3 heures par jour. Les autres temps, je suis en train de faire des traitements, je suis inondé de mes pilules, je ne suis plus disponible comme avant. Je deviens tout seul, je deviens anxieux. Écoutez, docteur, hier, on m'a dit qu'ils avaient vendu mon appartement. Et ils ont dispersé mes meubles et mes affaires. Je ne sais pas où sont mes photos. Ma vie est partie. Hey, j'ai passé 25 ans à construire cet environnement. Et cet environnement que j'ai construit me ressemblait. Quand ça allait bien, c'était parfait. Puis quand ça allait mal et que je le regardais, il me rappelait qui j'étais. Il y avait avec cet environnement une espèce de résonance identitaire. Il me ressemblait. Maintenant, il n'est plus là. Le malade bien portant, le malade et le bien portant s'éloignent. Et ils s'éloignent de façon constante. Si bien que le quiproquo et le dialogue entre les deux devient plus difficile. Puis enfin, on a besoin de sens. Ça a du sens que ma vie ait du sens. Une partie de ma vie, ça a été de construire demain. J'ai construit demain à l'université, j'ai construit l'hôpital au laboratoire et à la faculté de médecine, j'ai construit des soins palliatifs, en particulier à la Maison Sarrazin, qui a été mon alma mater pour cette discipline, mais aussi en médecine générale. Il y avait un sens à tout ça. Quand le présent bâtit demain, ta vie a du sens. Puis quand il n'y a plus de demain, à quoi sert le présent? Et tu te demandes si le présent a encore un sens. Et pour certains, tu te demandes si le présent a jamais eu un sens. Vous sentez qu'on est en train d'entrer dans la détresse existentielle par la petite porte, là. Mais ça, c'est la réalité. On a peur que sa vie n'ait pas de sens. Alors le voilà, ce je. Il est devenu fragilisé par la maladie. Son image corporelle est transformée. Ses capacités relationnelles sont changées. Il est fragilisé et il ne pense plus comme un bien portant. Il commence à penser comme un malade. Je ne voudrais pas vous laisser l'impression que cette transformation n'est que négative. Parce que voyez-vous, le bien portant qui était immobilisé dans une identité qui ne changeait plus, voilà qu'il est remis en mouvement. Il y a plein de choses qui se remettent à bouger. C'est comme si les priorités de notre vie étaient dans un grand tamis. Et de son grand ami, toutes les affaires importantes pour moi sont là. Puis je vous dis qu'il y en a des affaires là-dedans, il est plein jusque-là. Et il y a surtout des petites priorités. Changer les pneus de ma voiture parce que les miens sont fesses. Enlever les fenêtres doubles parce que le printemps est arrivé. Aller chercher... et puis plein de petites choses urgentes. Puis voilà que la maladie arrive et que le tamis est brutalement secoué. Toutes ces petites priorités de changer les pneus, puis changer les fenêtres doubles, ça n'a plus aucune importance. Qu'est-ce qui reste dans le tamis? Il reste des corps lourds qui ont tous un nom propre. C'est mon frère à qui je n'ai pas parlé depuis 4 ans. C'est ma blonde. J'aurais voulu lui dire, avant qu'on se sépare. Ça fait 2 ans que je veux lui dire. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit, Joe? Ben parce que mon ami était plein d'autres priorités. Des petites priorités sans importance, mais c'est à elle que je donnais
tout mon temps. Et voilà que maintenant le tamis est vide. Tout peut se mettre à bouger. Et les priorités qui restent, elles deviennent importantes. Elles deviennent tellement importantes, et j'ai tellement peu de temps pour les régler. Docteur, il faut me rendre confortable. J'ai besoin d'avoir une conversation. J'ai besoin de le ou de la rencontrer. Délivré de la peur du mal paraître, ayant évolué lentement dans sa maladie, le malade commence à passer comme un malade. Puis il y a lui qui me disait, hey, si tu me vois comme ça, tu me donnes une piqûre que je m'en vais. Il tire sur mon veston blanc, il me dit, écoute docteur, ma fille arrive d'Australie vendredi, je peux-tu être là? Donne-moi une semaine de plus. Ce n'est pas du tout le même discours. C'est tellement pas le même discours qu'on ne comprend pas le nouveau discours. Hey docteur, samedi matin, ne me donnez pas trop de morphine. Parce que quand vous m'en donnez, ça me fait du bien, mais des fois, ça m'endort un peu. Samedi matin, elle vient me voir et j'ai quelque chose à lui dire. C'est plus important pour moi de lui dire quelque chose que de ne pas avoir mal. Et vous sentez bien que ce qu'il dit, le malade, c'est que je voudrais me montrer comme je suis vraiment. Il y a un petit morceau de mon identité que j'ai jamais été capable de lui présenter, de lui offrir. Il y a un petit morceau de notre relation qui s'est mal placé, puis j'ai jamais été capable de lui demander pardon. Demain, j'ai un espace pour ça, et ça devient plus important qu'autre chose. Vous voyez, docteur, la madame qui rentre dans la chambre? Ça, c'est la femme de mon fils aîné. Bien, figurez-vous qu'à 4 ans, je suis allé manger avec lui avant qu'il se marie pour lui expliquer qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Elle n'avait pas la bonne formation, elle n'avait pas la bonne adresse, elle n'avait pas le bon nom, elle n'avait pas je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, docteur, c'est la seule qui vient me voir régulièrement de mes belles-filles. Elle avait le cœur à la bonne place. Il y a 4 ans, c'est pas ça que je regardais. Maintenant, c'est ça que je regarde. J'ai changé de vision. Je suis rentré dans la vision du malade. Et il est en train, ce malade, de reconstruire son identité. Parce que c'est cette identité qui a changé, il veut la retrouver. Il veut la retrouver autrement, comme elle est vraiment. Et il va laisser mûrir des choses qui sont en lui à la faveur de rencontres de l'autre, des rencontres des autres. Il est à la recherche d'un contact vrai avec les siens. Il cherche un lieu de confirmation de lui-même. Il veut pouvoir reparler. Il veut pouvoir raconter. Steve Jobs, qui est un monsieur que vous connaissez tous, a vécu ce passage du bien portant au malade. Allongé sur l'idée de malade, et me rappelant ma vie, je me rends compte de toute la reconnaissance mondiale et que la richesse qui m'a rendu si fier de moi ont pâli. Non plus cette même importance, ont perdu tout sens devant une mort imminente. Maintenant, je sais que nous devrions faire autre chose, que j'aurais dû faire autre chose. J'aimerais avoir le temps de faire autre chose. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous, pour votre famille, pour votre conjoint. Je vous souhaite de vous découvrir autrement. Je vous souhaite de voir que votre identité est un cadeau des autres et que ce cadeau est un cadeau à jet continu et qu'il est encore en train de vous créer. Je vous souhaite, dit-il, d'avoir une pensée comme le malade et non pas la pensée du simple bien portant. Et cette souffrance identitaire qui a fait ce changement, vous allez comprendre que lorsque ce changement est brutal, ben, tu n'as pas beaucoup de chance pour passer de l'un à l'autre. Quand ça va sur 5-6 ans, ben, progressivement, tu finis par penser comme un malade. Mais quand ça va sur 2 semaines, ben, au bout de 2 semaines, tu restes un bien portant souffrant. Puis moi, ce que je veux, c'est la piqûre. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Et là, il y a un changement brutal. Et on comprend ça. C'est un peu normal. On va rediscuter un peu plus loin de cela. Les proches ont également une souffrance identitaire parce qu'ils regardent papa, maman se dégrader. Puis ça leur fait mal.
Et puis, ils voudraient aider, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils vont faire confiance à des soignants, et puis ils vont faire attention pour espérer que les soignants prennent leur place. Puis, ils vont voir apparaître tous les problèmes qui ne peuvent plus parler. J'aurais voulu parler ça avec lui, mais maintenant qu'il est dans un lit et qu'il est malade, j'ose plus aborder cette question. Je n'arrive plus à être moi-même avec lui. Hey, docteur, quand je rentre dans la chambre, là, je suis un peu gêné, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas quel sujet prendre. Puis lui, mon papa, à qui vous donnez 250 mg de morphine par jour, lui, il me demande des nouvelles de ma fille, il me demande de la graduation de mon fils, puis lui, c'est lui qui est l'homme courageux. Et savez-vous, je ne le connaissais pas comme ça. Je suis en train de découvrir un papa qui a des dimensions nouvelles pour moi. Et au fur et à mesure où je découvre ça, je découvre que mes propres racines, elles plongent à l'intérieur de sa vie à lui. Et je voudrais avoir un peu de temps pour le comprendre mieux. Pour lui faire raconter ce que j'ai déjà entendu, mais que je n'écoutais pas. Dis-moi, papa, quand mon frère s'est suicidé, comment vous avez passé ensemble avec maman? Aventure qui était une aventure familiale pénible. Aventure qui a changé la nature des liens, renforcé les liens. Et voilà que je voudrais comprendre plus. Moi aussi, je voudrais devenir celui que je suis vraiment. Et c'est lui qui marche devant moi, lui qui est malade. Puis c'est lui qui montre le chemin de cette nouvelle identité, lui qui est malade. Elle est dans le coma depuis quelques jours. C'est ma maman. Elle habite à Vancouver. Je vais la voir parce qu'elle est en train de partir. Je m'assois près d'elle. Elle est en coma depuis 3-4 jours. Je lui dis quelques mots à l'oreille et elle pleure. Mais pourquoi pleure-t-elle? Est-ce qu'elle pleure parce que je n'étais pas un bon fils? Est-ce qu'elle pleure parce que moi j'habitais au Québec puis elle habitait dans l'Ouest? Est-ce qu'elle pleure parce qu'il a des dimensions que je n'ai jamais vues dans sa vie? Est-ce qu'elle pleure parce qu'il y a des choses que moi je n'ai jamais comprises chez elle? Et voilà qu'elle n'est plus du tout la petite caricature de maman. C'est une femme qui a des dimensions, des chambres intérieures, des espaces, des souffrances. Et j'ai le privilège d'être assis à côté d'elle. Je suis en train de découvrir tardivement des nouvelles dimensions à celui qui part. Lui et elle, eh bien, nous sommes mêlés par les racines. Je viens d'elle et elle m'a fait en partie ce que je suis. Elle m'a laissé un héritage et je veux comprendre cet héritage. Peut-elle encore me dire, bien, s'il y a des bons soins palliatifs et que la douleur, elle est calmée, puis que le malade est relativement confortable, oui, voilà que cela devient un ultime moment précieux de rencontre. Je me rappelle d'une petite madame qui consommait de la drogue. Et puis, quand elle est arrivée chez nous, elle était mourante. On a été donner la médication pour enlever la douleur. Comme elle était une grande consommatrice de drogue, on a pris 5 ou 6 fois la dose normale de médicaments pour la régler, mais on l'a eu. Puis, au mercredi, elle était bien dans sa chambre. Et elle me dit, docteur, je voudrais voir ma fille. Pas de fille? Je ne savais pas qu'elle avait une fille. La travailleuse sociale est arrivée, et le samedi qui suit, je suis dans l'hôpital, je vois la porte qui s'ouvre, une petite madame toute mince, toute maigre, pour ne pas dire cachectique, avec une petite robe blanche et tatouée des oreilles aux orteils, sort de l'ascenseur. Elle regarde autour, puis elle fait un pas par en arrière. Nous avions une infirmière, qui est une très belle haïtienne avec une large comme ça, qui la prend dans ses bras. Et l'après-midi, madame était dans le même lit que sa fille, a partagé sur 10 années vécues loin l'un de l'autre. Elle est morte ce soir-là. Croyez-vous que sa fille a eu le même deuil? Croyez-vous que sa fille voit sa maman de la même façon? Ils se sont séparés sur une ligne de coke. Je ne sais pas ce qui va leur arriver à l'une ou à l'autre. Je sais qu'il y en a juste une maintenant.
Mais je pense qu'elle a énormément bénéficié de cette dernière après-midi avec maman. Merci les soins palliatifs. Si vous n'aviez pas été là, elle non plus n'aurait pas été là. Lorsque la famille regarde l'être aimé qui souffre, elle se sent impuissante. Et comme il est impuissant, il a besoin que les soignants règlent le problème. Puis si les soignants ne règlent pas le problème, la famille, elle devient enragée. Elle devient en colère. Puis elle a raison d'être en colère. Il faut régler le problème. Il faut trouver une situation qui soit acceptable, même si cette situation implique une sédation palliative. Nous avons le devoir de faire ça. Puis si vous ne le faites pas, cette famille va sortir de l'hôpital en maudit, en disant « le prochain, je demande l'aide médicale à mourir ». Ce qui veut aussi dire « le prochain, j'arrête toute possibilité de surprenance. J'arrête tout espace de rencontre. J'arrête toute capacité de voir autrement. » Ce temps de la fin de la vie peut être un temps infiniment précieux s'il y a de bons soins palliatifs. Et le soignant, lui aussi, est changé par ça. Parce que le soignant, là, le malade lui a porté sa maladie sur un plateau. « Regarde, docteur, qu'est-ce que tu fais avec ça? » La maladie était tellement opaque que le soignant, il ne voyait pas le malade. 5 ans plus tard, le malade vient à l'hôpital, non pas pour montrer sa maladie, mais pour se montrer lui-même et discuter qu'est-ce qui va se passer. Et le soignant voit pour la première fois le malade. Il n'est plus rien à faire pour la maladie. Il y a beaucoup de choses à faire pour le malade. Et il se rend compte que la main du malade enlève la blouse blanche. C'est pas le technicien qui vient voir. C'est toi. Toi, être humain, le petit toi, le pauvre petit toi, si insuffisant, qui a besoin de temps d'humilité. Et ce malade, il se trouve tout d'un coup face à l'autre, et on ne sait pas très bien maintenant qui est le docteur et qui est le malade. Il y a 2 personnes qui sont là pour une rencontre. Et lorsqu'on regarde un mur qui prend toute la place à 2, le mur devient un peu plus petit. Voilà que quelque chose se passe. Et ce quelque chose se passe si on a des soins de confort efficaces. Cette rencontre avec le malade qui est au cœur des soins, c'est une rencontre qui exige quelque chose de nous qui n'est plus professionnel. La blouse blanche, c'est vrai qu'elle est partie. Un petit jet de souffrance est sorti de son cœur à lui, a traversé la petite pièce dans laquelle nous sommes tous les deux, par-dessus le bureau où je prends des notes. Et je sais que je l'ai entendu, parce que moi, comme vous, j'ai une petite chambre dans mon thorax où vit ma propre souffrance. Puis j'en ai de la souffrance, comme chacun d'entre nous. Et voilà que son petit jet de souffrance à lui s'est mis à faire trembler la mienne. Il m'a rejoint, je l'ai rejoint. Pour une raison mystérieuse, il sait qu'il m'a rejoint. Pour une raison mystérieuse, je sais très bien qu'il le sait. Comment le sait-il? Parce qu'il y a une espèce de phénomène bizarre au-delà des mots. Les souffrances des uns et des autres viennent comme être fraternelles, elles s'épaulent, elles s'aident, elles se comprennent. Elles nous rendent comme un peu plus courageux. Elles nous donnent une transfusion de courage. Et cette transfusion de courage, elle existe à l'intérieur et elle peut exister en chacun de nous. Vous et vous pouvez très bien être le meilleur médicament. Le seul médicament. Il se peut que ce soit votre présence qui soit déterminante pour régler un problème de détresse existentielle, parce que ce problème passe par vous. Je suis en train de vous dire quelque chose d'un peu spécial, mais je voudrais vous dire que si vous n'avez pas confiance que vous êtes le meilleur médicament et que vous êtes capable d'une rencontre, alors il ne se passera rien. Mais si vous avez confiance en ce qui a été mis en vous, que vous n'avez pas mis,
et que vous ne pouvez pas manipuler, si vous avez cette confiance, bien je pense que tout d'un coup, vous êtes en train de faire un acte de soin. Puis un acte de soin, fondamentalement, c'est une rencontre. Voilà un monsieur qui vient à Notre-Dame, qui livre de la bière sur la Matapédia. Il y a un gros camion plein de caisses de bière. Puis il descend la vallée de la Matapédia, d'Amqui jusqu'au Nouveau-Brunswick, et il s'arrête à tous les épanneurs, les hôtels, les clubs, puis il livre sa bière. Puis quand il revient, il prend les bouteilles vides, puis il les ramène jusqu'à... Hey! Il est 3-4 jours par jour sur la route. Les 3 autres jours, il est chez lui. Heureusement qu'il est parti 3-4 jours, parce que quand il prend un coup, il est mal commode, il est mauvais. Puis sa blonde, sa 3e blonde, elle ne serait plus avec lui s'il n'était pas parti 3 jours semaine. Puis voilà qu'il arrive à l'hôpital Notre-Dame, en phase terminale d'un cancer du poumon. Il fumait comme un engin dans son camion. Puis il est devenu très malade. Au bout de quelques temps, on le met pas mal mieux. La douleur est bien contrôlée. Il n'est pas déprimé. Puis un beau samedi, quand je rentre à l'unité, il y a des ballons et des fleurs partout. Il est debout devant son lit. Il est habillé en noir avec un petit nœud papillon. Puis il marie sa blonde. C'est toi. Et elle, qui avait toujours voulu entendre « c'est toi », entend cette demande. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Ils ne sont pas en train de faire une affaire pour échanger de l'argent, ils n'en ont pas d'argent. C'est des gens très simples. Ce qui m'impressionne, c'est que je vois le visage de ce monsieur, une identité que je n'ai jamais vue chez lui avant. Il est rayonnant. Il est allé au-delà de ce qu'il pensait pouvoir faire. Il vient de poser un geste qui l'affirme dans une relation avec elle qui est nouvelle, une relation porteuse. Il est en train de lui faire une transfusion de vie. Elle va mourir, il va mourir le soir même. Elle n'aura pas le même deuil. Elle ne pensera pas juste au monsieur malcommode qui prend un coup puis qui devient un petit peu combatif. Elle va penser au monsieur qui s'est levé au bout de son lit de malade et puis qui a dit « c'est toi » au moment où il pouvait encore le faire. Merci les soins palliatifs. Si vous voulez soutenir le je qui se reconstruit, écoutez-le. C'est la narration de ce qu'il a à vous dire qui va lui apprendre à lui-même sa propre vie. Si je raconte ma vie ici, je vous la raconterai différemment de ce que j'aurais fait hier, parce que je vous le raconte à la lumière d'aujourd'hui. Et le racontant à la lumière d'aujourd'hui, je commence à voir très clairement un petit sentier qui se dessine dans ma vie. Et ce petit sentier, c'est moi. Et même si je suis en dépression, cette vision-là, qui est une vision qui est en train de me changer, est formidable. Je vous raconte une histoire. Voilà une madame de Notre-Dame qui est en gynéco-onco, parce qu'elle a un cancer gynécologique. Elle a 50 ans et elle n'est pas mourante. Il me demande d'aller la voir parce qu'ils viennent de s'apercevoir que je connaissais quelque chose de la douleur, puis ils ne savent plus quoi faire. Puis moi, je ne suis pas supposé faire ça, mais je l'ai fait parce qu'il m'avait demandé, avec mon ami, d'aller la voir. J'ai été la voir. Je rentre dans la chambre, je prends ma chaise, je m'assois, et puis je commence à lui demander ce qu'elle est en train de vivre. Puis elle me raconte son histoire médicale. Puis après son histoire médicale, sans perceptiblement, on est rendu dans son histoire sociale. Puis là, avant mon mariage, c'était comme ça. Puis sa vie est divisée en grands blocs, avant les enfants, après la mort de son mari. Et quand elle me raconte cette histoire-là, et tout ce que moi je fais, c'est « ah oui », quand elle me raconte ça, j'ai l'impression très nette qu'elle est en train d'en découvrir des morceaux. Vous savez, docteur, je vous dis ça, là, mais je me rends compte que ce que j'ai vécu là quand j'avais 33 ans, mais là, aujourd'hui, ça m'aide à vivre ce que je suis en train de vivre. Elle ne s'était jamais rendue compte de ça. Elle est en train de regarder par la narrativité sa vie autrement.
À 4h30, je lui dis, Madame, ça fait 2h30 que je suis avec vous. Il faut que je fasse ma visite de 5h avant avec... alors, je reviendrai vous voir. Bonjour. Bonjour, docteur. Merci pour cette belle conversation. Le lundi, je retourne la voir. Et quand je rentre dans la chambre, je ne peux pas ouvrir la porte. Il y a une civière dans la chambre. Il y a 2 infirmiers. Ils l'amènent dans la salle d'opération. Ils ont décidé qu'il y avait quelque chose à faire en chirurgie. Alors, j'ai fait un petit bye-bye de loin. Je dis, bon, madame, je vous souhaite bonne chance, je reviendrai vous voir à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, je vais la voir. C'est un jeudi après-midi. Elle est au fauteuil. Je rentre dans sa chambre, elle a un grand sourire. Puis elle me dit, hey, docteur, merci pour votre dernière visite. Hey, madame, ma dernière visite, je vous ai envoyé un petit bye-bye de loin. Un petit bye-bye de loin? J'étais sur une civière dure, éclatée en 1000 morceaux. Je ne savais pas si j'allais revenir de la salle d'opération. J'étais dans une détresse noire. Et quand je vous ai vu, je me suis retrouvé dans la journée de vendredi, où nous avions ensemble fait un peu le tour de ma vie. Je suis parti réunifié, calmé, sereine. Pensez-vous que je le savais, que ce petit bye-bye allait faire ça? Je ne le savais pas. Tant mieux, parce que si on le savait, on manipulerait ça. Puis on ferait des tas de folies avec ça. Ce qui est arrivé là, c'est que cette madame a revécu un petit morceau de son existence à elle. Et ce petit morceau l'a réconcilié avec elle-même. Elle a retrouvé un sentiment de ce qu'elle était. Son histoire se lit différemment chaque fois qu'elle la raconte, et ça a des effets insoupçonnés. Mais pour obtenir ça, il faut 10 conditions. Il faut des lieux sécuritaires. Je rentre à l'hôpital dans un milieu où je suis sûr que personne ne va attenter à ma vie. Je suis sûr que personne ne peut attenter à ma vie dans ce milieu-là. Alors l'aide médicale à mourir, sans qu'on me le dise, non, j'en veux pas. Je veux être certain que c'est vrai. Je veux que il faut que les inconforts du malade soient réglés. Il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Et pour ça, il faut une oreille pour l'écouter. Il faut lui permettre de recevoir l'amour des siens. Favoriser la rencontre. Faire en sorte que les rencontres se multiplient. Célébrer les belles choses de sa vie. Ou tout au moins aider à la famille de célébrer les belles choses de sa vie. Accepter de le laisser partir en paix. Il y a 66 000 décès au Québec par année. De ces 66 000, il y en a 45 000 qui méritent des soins palliatifs. Ceux qui n'en méritent pas, c'est parce qu'ils sont morts face à face à une autoroute ou écrasés par un camion. Puis là, il n'y a pas d'avenir, et donc il n'y a pas de soins palliatifs. 10 000 de ces 45 000 auront besoin de soins palliatifs de pointe. Donc des soins palliatifs qui ne sont pas juste des soins de dernière minute, mais qui sont vraiment des soins palliatifs par quelqu'un qui connaît ça. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ont des soins palliatifs. Actuellement, il y en a moins de 15 000 qui ont des soins palliatifs de pointe. Vous ne trouvez pas que c'est un gros problème? Pour moi, il n'y a pas de plus grand problème dans notre société. Je vois une société qui a tout ce qu'il faut pour régler ça et qui a commencé à le faire en créant 31 maisons de soins palliatifs qui vivent avec l'argent du public durement gagné, et c'est dur d'aller chercher tous les ans 1,5 million pour faire marcher sa maison. Il faut que l'État leur donne un peu plus d'argent. Il faut qu'il y ait un peu plus de maisons. Il faut qu'on soit un citoyen québécois partout sur le territoire, puis qu'on ait les mêmes droits partout sur le territoire. Nous avons tous droit à des soins palliatifs. Ce sont eux qui vont permettre à notre vie d'être un moment d'humanité précieux. Demandons-les. I'm sorry. I was supposed to speak in English for a bit half of this time. And you know what? I've been so taken up by my subject that I completely forgot about it. In 2 minutes, this is what I tried to explain. One,
somebody who is in good health cannot have the same vision that somebody who is sick for a long time. There is a huge discrepancy between those two realities. This discrepancy comes because with time, the well-being understand that it's not going to be well all the time. If a thing's going fast, it's going to be more difficult to pass from one vision to another. Second, if you are free of discomfort, if you are free of pain, if you are comfortable, suddenly something is there in your life to continue of being slowly who you really are. Because the mechanism that creates your identity, which is meeting other people that you like or love, is still at work. And you may, with some good palliative care, think that this time was a precious time. And the family will also think the same. At the present time, I'm writing a little book on palliative care in houses, and the heart of the book is what the family said. Oh, thank you. We didn't knew that such healthcare was possible. We've discovered a new mummy. We've been so moved by the quality of what we lived with her, with him. This is of utmost importance. We need good palliative care, and we need palliative care for everybody. And we don't want anyone asking l'aide médicale à mourir because palliative care is not there. This would be impossible. So we have as citizens something to do. There's a law that guarantees to us palliative care. Okay, let's have them. Je suis là parce que je trouvais ça important que les milieux de soins palliatifs voient un petit peu tous les obstacles. Des fois, on m'encourage à dire plutôt les défis. C'est plus positif. Ça passe mieux. Mais moi, je les vois plus comme des obstacles au développement des soins palliatifs au Québec. Donc, je l'ai présenté. Ce que j'ai aimé du fait que j'ai présenté là-bas comme affiche, c'est que j'ai eu énormément de gens, de gestionnaires des hôpitaux qui sont venus me voir. J'ai trouvé ça positif parce que je pense que c'est pas par mauvaise volonté qu'il y a un problème d'organisation. Je pense que le contexte actuel n'est pas favorable à grand-chose en termes de développement. Mais c'est vrai, comme Dr Vinet dit, que depuis la loi en décembre 2015, on voit très peu le développement se faire alors que c'était supposé d'aider. Donc, les obstacles identifiés, c'est sûr qu'il y en a sûrement que je n'ai pas, parce que c'est un travail que je vais continuer à collecter. Donc, si d'entre vous, vous en avez que je manque, alors venez me voir, ça va me faire plaisir de les prendre en note, parce que je vais présenter ça au prochain congrès des soins palliatifs là, de l'Association québécoise des soins palliatifs. Je vous invite d'ailleurs à y participer en grand nombre, parce que c'est important d'aller s'informer sur les soins palliatifs et tout ça, puis de rencontrer, de réseauter, comme on dit. Donc, premièrement, c'est le manque flagrant de campagnes promotionnelles au sujet des soins palliatifs. Avez-vous entendu, vous, des publicités sur les soins palliatifs? Depuis 2015, moi, tout ce que j'entends, c'est l'aide médicale à mourir. Donc, la loi, elle est là, les options sont là. Mais comme on dit, c'est le droit des soins palliatifs, le droit de l'aide médicale à mourir, mais pourquoi il n'y a pas de publicité ou de campagne promotionnelle de fait? Donc ça, c'est la première chose. Donc si les gens, la population ne sont pas informés, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas les demander. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, l'organisation des soins actuels qui perpétue les mythes. Je m'explique. Pour pouvoir entrer en soins palliatifs, beaucoup de programmes mettent un pronostic limité. Ça s'explique certainement par les ressources qui manqueraient. Donc, si on avait des patients qui resteraient pour des 6 mois, 8 mois, 1 an, bien sûr, ça bloquerait un lit.
Et là, les patients qui en auraient besoin en fin de vie ne pourraient plus accéder. Donc, ça s'explique, mais en même temps, ça perpétue les mythes parce que là, ils nous les réfèrent de façon extrêmement tardive. Le patient qui serait décédé de toute façon à l'étage, mettons à l'hôpital 2 jours plus tard, va mourir 2 jours plus tard dans notre unité, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé le nombre de dominos. Mais parce qu'il est rentré à notre unité, bien sûr, la famille va faire le lien, soins palliatifs, il a pris des médicaments, voici, il est décédé, alors c'est les soins palliatifs. Donc, plus les spécialistes nous réfèrent tardivement, plus le patient a souffert pendant longtemps, et 2, plus les mythes se perpétuent. Donc, l'importance de nous demander précocement. C'est sûr que nous demander précocement serait merveilleux, mais si on a un manque de ressources financières et humaines, comment on va faire pour répondre à la demande? Donc, mettons qu'on se mettait tout le monde à se dire c'est excellent, dès qu'il y a le diagnostic de cancer, un médecin de soins palliatifs va être impliqué dans votre dossier. Ça serait très, très souhaitable. C'est même le modèle recommandé. Mais on est 200 médecins de soins palliatifs au Québec et je pense peut-être qu'on est peut-être un peu moins avec tout ce qui se passe présentement. Donc, comment on va réussir à servir, à répondre à toutes les demandes? C'est ça qui va rester à faire. Donc, il faut faire la formation en soins palliatifs de plus en plus. L'autre problème, c'est la formation au niveau du personnel soignant. Dans les maisons de soins palliatifs, bien sûr, la formation, elle est faite de façon régulière et puis on parle d'infirmières, de travailleurs sociaux, de médecins extrêmement experts dans le domaine. Quand on regarde dans les hôpitaux, là, encore, il n'y a pas de compétences réglementaires pour devenir médecin de soins palliatifs. Donc, c'est sûr que ça pose problème parce que là, la qualité des soins palliatifs va être variable selon la formation du médecin. Donc, si on n'a pas une formation réglementée avec un acquis prouvé, si du jour au lendemain, n'importe quel médecin dit « moi, je vais faire des soins palliatifs », ça se peut que ça soit peut-être pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Donc, ça, c'est un gros problème. Qu'on doit essayer de trouver une solution avec des formations plus rigoureuses. Vous savez sûrement qu'il y a énormément de mythes en soins palliatifs, que les médicaments tuent, que ça provoque le décès et tout ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est un frein majeur aux soins palliatifs. Puis moi, dans toutes mes consultations, j'ai... Passe à l'anglais. Non, c'est ma deuxième Je vais passer en anglais, mais c'est ma deuxième conférence. Donc, les mythes en soins palliatifs, c'est important. Donc, quand la population n'est pas renseignée, moi, à chaque consultation, je dois aller expliquer c'est quoi les soins palliatifs, défaire les mythes pour qu'ils me fassent confiance, puis qu'ils sachent que je ne vais pas provoquer le décès. Donc, s'il y avait des formations de fait, c'est sûr que ça serait plus facile. Donc, j'ai parlé de la qualité des soins palliatifs qui est variable. Maintenant, la population, on sait qu'elle est vieillissante, donc on doit se douter que l'offre ne va pas suffire à la demande et que le manque de ressources va se faire sentir de plus en plus avec les années. Déjà, la loi 20 occasionne beaucoup de problèmes en sortant les médecins de famille des hôpitaux. Vous savez que c'est la plupart des médecins qui font des soins palliatifs presque à temps plein, dont moi, on est médecin de famille. Donc, si ce n'est pas reconnu au niveau du ministère, ce que je fais dans 80 à 90% de mon temps, c'est-à-dire des soins palliatifs, et que là, on dit, tu vas aller voir des patients à l'extérieur de l'hôpital, bien là, vous perdez une ressource. Donc, c'est comme ça pour plusieurs médecins de famille. Donc, comme je vous dis, ça, c'est très important. La qualité des soins palliatifs est primordiale parce que, comme je disais dans mon autre conférence, il n'y a rien de pire que des soins palliatifs mal faits. Donc, un, ça ne représente pas du tout les soins palliatifs et deux, ça donne l'expérience à tout le monde de dire, si c'est ça les soins palliatifs, moi, je vais demander l'aide médicale à mourir. Là, je vous ai peut-être toutes découragées, là, avec tous mes obstacles, mais l'idée, c'est de comprendre que les conséquences sont quand même assez graves.
Parce que si vous regardez les critères pour l'aide médicale à mourir, le seul critère qui différencie un patient éligible à l'aide médicale à mourir, c'est le 6e critère. Et ce 6e critère, c'est si le patient a des souffrances physiques ou psychologiques intolérables, selon lui. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça par votre maladie, puis que je n'ai pas de solution de soins palliatifs à vous offrir, vous allez vous qualifier d'emblée à l'aide médicale à mourir. La seule façon de faire en sorte que vous restez confortable, c'est sûr, c'est d'avoir des soins de qualité et appropriés. Donc, c'est pour ça que tous ces obstacles-là ou ces défis-là sont d'autant plus importants pour faire en sorte que les patients, finalement, ne choisissent pas l'option de l'aide médicale à mourir par manque de soins et par souffrance. Donc, la Commission Mourir dans la dignité avait clairement dit, puis je vous invite à le lire, qu'il fallait des efforts considérables qui doivent être déployés pour offrir des soins palliatifs de qualité partout au Québec. Je n'ai pas vu et je ne vois toujours pas les efforts considérables. Now I'll switch to English. It's my invention, okay? The stealing of end of life, what it is. I will show you some. That's mainly what we used to do before, so life prolonging care, and you have palliative care and then death occurs. And now we try to have palliative care sooner. Okay, but I explained to you that they're going to have obstacles, but that's what we should have. And as you can see, you have more palliative care time, okay, before your death. So what's if you have aggressive treatments and they don't transfer or they don't see that you're dying or that you should have palliative care? Your death could come when you're still in life-prolonging care. Is it stolen time? Did we steal the end of your life? As Dr. Vinay said, it's precious time. So I always say to my patient, don't let them steal your end of life. And that's what I mean about it. So as you can see, I do palliative care at home also. And I'm always very happy when I see a patient that was maybe 1 week before with IV and, Levin and everything. And he was not comfortable, and he was with a room full of patients, and And now I see at home with welcome home and with all the pictures and all the love. So if the patient has no curative option, we must present different options. So what are the options? Palliative care is an option. The patient must have the choice to continue invasive life prolonged care or to stop fixating on the disease and the time left and start living the last chapter. It's the patient's choice, not the doctor's choice. And sometimes when I go in file and I tell the specialist, well, do you see that he's not really doing good? Maybe we could transfer him or her in a palliative care. What do you think? Sometimes they're surprised. So it's good to be around and to see what's the vision of the patient, because sometimes if you don't talk about it, they will not consider the option. It's crucial to take time to discuss with the patient and his family way before the patient becomes unfit. I see it often, no discussion in the file. So we're in the aggressive treatments and we don't know what we're going to do if he's coming unfit. So the doctor must protect the wishes of every patient and see if it's not going right, then maybe take maybe protect the interest and say, no, he wasn't, that's not the wish. So
if possible, try to transfer at home with palliative care physician, of course, or in a palliative care unit. And what keeps people under aggressive treatment? It's fear. Because they don't want to die, they fear to die, and also because they think that there's hope, but they're suffering. Someone, I think it's Dr. Beaupré, said the violence of medical treatments. That's true. I see it. It's a lot of suffering. So the fear of dying, the fear of suffering, the fear of being abandoned, it's really keeping people in the hospital, keeping care that are not appropriate for them anymore. So the patient will choose aggressive treatments if those fears aren't discussed between the doctor and the patient. So what I do first when I see a palliative care patient is discuss about his fears. And when I know the fears, I know where I can reassure him. Because if he trusts me to keep him comfortable until the end, he won't be afraid anymore. And he will stop the aggressive treatments and say, I want to go where you're telling me. So even though aggressive treatment will keep him in the hospital setting with a lot of invasive treatments and not comfortable at all, the fear will make him stay there and maybe die there. So that's stealing the end of life, instead of the precious and quality time which is only possible if the patient is comfortable. If you have the appropriate level of care, it will create all the memories that family will cherish after the death. And I can see it. Even family after, they're coming back to me and say that. It's the kind of memories that have the power to ease the pain during the grief. It's not possible if we continue like this with aggressive treatments. So don't let the fear steal their end of life. And each doctor or social worker or talk with the patient and see. If it's fear, tell people. He's not willing to have comfort or palliative care because he's afraid. He's afraid of suffering. Because the fear that he's having, maybe he's going to ask for the maid. So it's also that. So it's palliative care more in the file sooner and stop the aggressive treatments and the violence. It will decrease the suffering and we're going to have better end of life in Quebec. Thank you. Il n'y a pas de soins palliatifs dans les CHSLD. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsque le membre de notre famille est rendu en fin de vie? Peut-on exiger un peu d'aide pour soulager la souffrance? Voilà la question. Je pense que c'est un problème qui doit être adressé parce que là, présentement, comme le médecin n'est pas... Vous entendez pas bien, c'est un problème qui doit être adressé de façon organisationnelle. Mais il faut avoir une volonté de gestionnaire pour le faire. Donc, présentement, c'est qu'il n'y a pas de médecins qui peuvent faire nécessairement des soins palliatifs dans tous les CHSLD. Il y en a des médecins qui sont confortables et qui vont le faire, mais d'autres médecins qui ne le seront pas. Alors, si les médecins qui ne le seront pas, moi, je me dis tout le temps, pourquoi il n'y a pas des équipes qu'on appellerait des équipes volantes de soins palliatifs? Moi, j'avais suggéré dans mon CIUS que les médecins qui font des soins palliatifs à domicile pourraient très facilement aller dans les CHSLD qui sont considérés comme leur domicile. Et puis là, on pourrait répondre à ces besoins-là. Donc, c'est toujours pas fait. J'ai pas vu ce modèle-là ailleurs non plus, mais ça serait une façon très simple de résoudre les problèmes et que les patients en CHSLD ne finissent pas soit en mourant d'une façon horrible en CHSLD ou transférés à l'urgence. Dr. Barrett, il y a quelques années, Identify yourself, oh, please. Dr. Paul Sava from Lachine.
Dr. Barrett made a promise before they put the law in December 2015 and on November 2015 that they would have a 5-year plan for palliative care development, training of doctors, all doctors would be formed. I'm aware in our hospital they train everybody on medical aid and dying. Could you explain to us what in fact is happening on the ground? Dr. Barrett had the pledge of doing so. The only thing that we've seen is formation for Aide Médicale à Mourir, and that's it. It seems in certain minds that Aide Médicale à Mourir is going to be an important parameter quantitatively for end-of-life treatments. In fact, there's about 800 Aide Médicale à Mourir this year, and 40,000 people requiring soins palliatifs. So we have a huge deficit there. What can we do? We have something new. We have a right in this law to have soins palliatifs at the end of my life if it is my choice. We have to exercise this right. And to do that, we have to ask for it. So we have to inform the population of their right. And we have to ask, have the proper organization to provide proper soins palliative on the whole of the territory of the province. I'm sorry, I've got no good answer to. Is it still about 70% do not have access to palliative care across the province? Is that number the same? Because I know in Canada and in Québec, on dit qu'il y avait à peu près 70% de la population n'avait pas accès aux soins palliatifs. Est-ce que ça, c'est toujours... Un des grands problèmes, c'est que nous n'avons pas personne qui fait des statistiques fiables sur la fin de la vie. Comment fait-on, sans savoir ce qui se passe, pour prendre des décisions de décideurs? C'est impossible. Je crois qu'un État comme le Canada, qui introduit l'aide médicale à mourir coast to coast, a le devoir de regarder ce qui se passe dans toutes les communautés et de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je ne la vois pas, cette recherche-là. Je crois que nous avons besoin d'un observatoire de la fin de la vie. Et cet observatoire-là va compiler ce que la Commission va nous donner, mais pas seulement la Commission, parce que la Commission va surtout s'intéresser à l'aide médicale à mourir, mais faire également un recensement des décès réels dans tous les lieux de décès de la province de Québec. Pour faire ça, il faut des paires de mains et de l'argent. Et je pense que quand on change les lois de façon aussi significative, on a le devoir de regarder quels sont l'impact de ces changements-là et comment on peut corriger le tir si le tir est à corriger. Alors je crois que nous avons une question sociale importante. Où est notre observatoire de la fin de la vie pour la province de Québec, pour la province d'Ontario, pour la province de Colombie-Britannique? Une autre question? Croyez-vous que même nos collègues médecins ne savent pas assez sur les soins palliatifs? Malheureusement, oui. Quand on fait son cours de médecine, on apprend la maladie, d'où elle vient, comment on la soigne. Et on est mal à l'aise quand il n'y a plus rien à faire pour la maladie, parce qu'on n'est plus dans sa spécialité. Et puis quand on est mal à l'aise, on se sent incompétent. Puis quand on se sent incompétent, on s'enfuit. On ne reste pas là. Alors on passe le malade comme un ballon à un autre docteur qui, lui, va être compétent. Je regrette, la vie de malade commence à sa naissance et finit à son décès. Et tu as le devoir d'être capable d'aller jusqu'au bout avec lui. Puis quand ça te dépasse, il faut que tu puisses transférer à quelqu'un qui peut continuer à ta place. Je pense que nous avons un gros déficit de formation en ce moment. Je pense qu'il est particulièrement grand chez les médecins spécialistes, un peu moins chez les généralistes, pour des raisons évidentes. Parce que le spécialiste, qu'est-ce que je veux, son métier, c'est la maladie. Alors bien sûr qu'il le fait.
Je ne pense pas que ce soit incorrect d'avoir de bons spécialistes qui savent quoi faire avec la maladie. C'est parfait, mais il faut avoir plus que ça. Il faut aller au bout du continuum et nous avons un travail à faire. Je pense que les universités, le Collège des médecins et nos instances gouvernementales doivent regarder ce problème-là pour trouver des solutions. Et je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de mauvaise foi et que les docteurs ne se traînent pas les pieds. On fait juste ne pas leur indiquer clairement que leur responsabilité doit aller jusque-là.